Un élément de mes préoccupations à la fois personnelles et de mon équipe et que je peux percevoir aussi dans toute la problématique du handicap et qui dépasse bien entendu la question du handicap, c'est la question de est-ce qu'on fait véritablement des progrès dans l'exercice effectif des droits. Alors, le cadre conceptuel du modèle de développement humain et de processus de production du handicap, j'ai expliqué qu'il peut servir de cadre conceptuel pour la formulation des objectifs à part entière et à part égale au Québec, j'en ai parlé. Ça peut être appliqué au niveau individualisé dans des plans de service individualisés, dans des plans de réadaptation, mais c'est aussi pertinent au niveau des droits humains, au niveau international, par rapport à l'ONU, qui a adopté dans la perspective de la continuité de la Déclaration des droits de l'homme et des diverses conventions contraignantes qu'il y a pu y avoir pour diverses problématiques comme celle des femmes, comme celle des enfants, comme celle de la maltraitance, de la torture. La dernière née, c'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui a été adoptée en 2006 et puis qui est l'aboutissement de ce que j'ai expliqué du modèle sociopolitique, mais qui a véritablement, pour la première fois, été le fruit d'une implication réelle des organisations internationales de défense des droits des personnes handicapées, non pas des organisations pour les personnes, mais des organisations des personnes qui parlent par elles-mêmes, et donc qui a été adopté en 2006. Alors ça, c'est ce qu'on peut appeler la reconnaissance des droits. De 70 au milieu des années 2000, dans le champ du handicap, on a eu des luttes pour la reconnaissance des droits. Maintenant, les droits sont reconnus par les Nations Unies, ils sont reconnus dans les politiques dont j'ai parlé au Québec, mais est-ce qu'elles sont mises en œuvre et comment est-ce qu'on peut savoir si effectivement on fait des progrès et dans ce sens-là, des progrès, c'est est-ce que les personnes améliorent de façon significative l'exercice de leurs droits au quotidien, dans la notion de vie sociale des droits, comme Francine Saillant en parle, de performativité des droits. Donc il faut aller à la réalité là, des changements qui, normalement, devraient être induits par la reconnaissance des droits. Donc, en fait, une de mes préoccupations des travaux qu'on réalise, qu'on expérimente dans ce que j'ai expliqué, par exemple, pour l'évaluation des mesures d'impact du développement local inclusif, l'utilisation d'instruments dans la perspective du PPH, donc pour évaluer la qualité de l'environnement autant physique que social, donc autant au niveau des représentations sociales que des normes d'accessibilité, que
de l'accès au transport, l'accès à l'éducation, que dans la qualité de réalisation des droits, c'est-à-dire est-ce que l'accès à l'éducation est amélioré, est-ce que l'accès au travail est amélioré, et est-ce que l'écart entre les personnes en situation de handicap et les personnes sans incapacité est réduit. Donc, c'est ça l'avancement du droit à l'égalité, c'est la mesure que j'appellerais diachronique de l'évolution de cette mesure-là, d'écart, et l'ambition du modèle, c'est justement de pouvoir mesurer ça. Donc, en fait, que ça soit au niveau individualisé, au niveau local, au niveau national, ou par exemple dans le cadre du suivi transnational de la Convention relative aux droits, on ne fait que changer d'échelle. Mais la méthodologie, dans ma perspective, la perspective là, de ce modèle anthropologique, est exactement la même. Et elle doit donc être réappliquée, c'est-à-dire qu'on doit documenter ce que j'appelle un snapshot, une photo synchronique de l'état de situation au niveau des personnes, au niveau des populations qui sont visées, en fait, des publics cibles, si vous voulez, de la politique, du contexte, donc la prise de photo de l'état du contexte et des variables, des objets environnementaux qui sont en jeu en interaction avec cette population, et où en est la situation. Est-ce qu'on est, par exemple, dans une situation d'exclusion sociale de tel type de groupe ou de participation d'un autre? Et ça, c'est une mesure synchronique. Sur la base de cette mesure synchronique, il y a des objectifs de changement qui sont formulés. Ce qui est intéressant, en tout cas, dans ma perspective, c'est que les objectifs de changement, ils ne peuvent s'adresser qu'à l'environnement, qu'au contexte. C'est-à-dire, si vous demandez à des responsables municipaux de changer la situation des personnes handicapées, ils ne peuvent pas aller intervenir sur les personnes, là. Ils ne peuvent pas changer les personnes. Ce qu'ils peuvent faire, eux, c'est travailler sur l'infrastructure de transport, sur l'amélioration de leur site web en termes d'accessibilité universelle. Donc, en fait, le champ d'action des acteurs sociaux, publics et puis privés, c'est leur domaine de responsabilité dans le processus de production du handicap. Donc, qu'on leur demande, c'est de modifier cet environnement-là en fonction des besoins d'une population. Mais ils peuvent juste jouer sur l'environnement, sur les composantes environnementales. Donc, pour pouvoir savoir si ils atteignent leurs objectifs, donc si ça a vraiment un effet de changement sur la qualité de réalisation des habitudes de vie, il faut qu'il y ait une prise d'information sur les personnes elles-mêmes, sur leur expérience, sur des enquêtes de population, mais ça peut être la diversité des méthodologies de cueillette de données qui permettent de documenter le changement. Et puis pour pouvoir avoir un changement, il faut prendre plusieurs photos. C'est-à-dire, la notion de temporalité est extrêmement importante. Puis la prise en compte aussi de la durée des changements. C'est pas simplement de dire
on transforme quelque chose, mais dans combien de temps la transformation de cet élément-là risque d'avoir un impact sur la qualité de vie ou la qualité de participation sociale de la population visée. Ces éléments-là sont rarement pris en compte dans le monitoring. Alors, l'élément dans le suivi là, de l'évaluation des projets, des politiques. Donc, en fait, la méthodologie du PPH, c'est périodiquement de prendre ces prises de photos et d'être conscient qu'à chaque fois qu'on prend une prise de photo, on ne peut rien expliquer. Que c'est la mise en perspective des photos successives qui permettent de formuler des explications sur la mise en relation de la complexité des variables qui sont en jeu. Parce que on est dans des systèmes. Donc changer, par exemple, le transport, si c'est pas articulé avec la politique de déneigement. Donc on a un autobus surbaissé qui va faire sortir la personne, mais il arrive dans un banc de neige. Hein? Donc toute cette notion de continuité, de chaîne, de relation entre les objets environnementaux, c'est un élément, c'est très complexe à aller chercher, mais le seul moyen de le faire, c'est justement d'avoir une continuité dans la prise d'informations et de voir l'interaction entre les éléments, que ce soit à l'intérieur du contexte. Enfin, je veux dire, d'un point de vue anthropologique, c'est aussi la même chose par rapport au changement, par exemple, des acteurs politiques, changement de régime ou prise en compte d'un événement comme une catastrophe, par exemple. Donc, tous ces éléments-là vont venir jouer sur les variables contextuelles et l'idée du cadre conceptuel, c'est de pouvoir toujours bien les resituer et les mettre en perspective dans la temporalité. Et mon constat, c'est que c'est très difficile à faire, parce que c'est très difficile d'inscrire quelque chose dans la durée et dans la continuité. Parfois, je dis en blague, par exemple, que quand on fait des projets sur 5 ans, ce qui est rare, hein, enfin, on peut peut-être arriver, on a ça de temps en temps avec le CRSH, mais par exemple, avec les acteurs gouvernementaux, quand on va chercher des commandites sur des projets particuliers, en général, quand on arrive au bout des 5 ans, ils ont oublié pourquoi ils vous ont donné la subvention. Puis le pire, c'est qu'ils ont redonné le projet à quelqu'un d'autre, formulé légèrement différemment, puis ils ont refait un autre appel d'offres. Mais donc, je veux dire, la dynamique de la recherche telle qu'on la connaît, elle n'est pas adéquate pour répondre à ce dont je parle là en termes de suivi, de monitoring des droits humains, de monitoring des changements au niveau de la mise en œuvre des politiques, de l'emboîtement des échelles spatiales bottom-up et inversement. C'est-à-dire que si on veut évaluer la Convention internationale des droits, imaginez qu'il faut aller à chaque localité dans 193 pays, de refaire monter ça, je sais pas moi, à un niveau régional, régional dans le sens municipal, collectivité, il faut remonter ça au niveau national, il faut remonter ça au niveau transnational, donc ça prend quoi, 10 ans minimum,
Et pour que ça puisse arriver à quelque chose, il faut qu'il y ait un minimum d'harmonisation, de terminologie, de langage et de terminologie dans le sens de nomenclature, là, de classification des éléments qui nous permettent après de faire une comparaison, d'abord d'emboîter les poupées russes, et puis après ça de pouvoir formuler une comparaison qui tient compte des réalités de chaque contexte. Donc c'est un enjeu monumental. Alors, disons, c'est un peu à ça que j'essaye de contribuer, tout en sachant que c'est extrêmement ambitieux, puis c'est assez difficile dans le sens où presque tout le monde, même dans la littérature scientifique, essaye de faire des raccourcis, c'est-à-dire ils vont s'intéresser à une dimension, à un volet, mais je ne crois pas que ça soit suffisant. Il faut mettre les éléments ensemble, et puis ce que ça veut dire, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un langage interdisciplinaire beaucoup plus poussé. On fonctionne dans un environnement de silo, donc c'est très difficile d'avoir un langage, et puis aussi de ne pas tomber du coup dans à nouveau une hégémonie, une certaine lecture des choses, parce qu'en fait c'est tout à découvrir aussi, et je suis tout à fait conscient que même dans nos travaux, quelque part bien entendu il y a une teinture théorique, et puis une manière d'organiser les choses teintée par une vision occidentale. Donc il y a toujours ce danger-là aussi. Alors c'est difficile de mettre les génies là-dedans, puis tout. Les divins, parce que par rapport au handicap, c'est pas anecdotique ce que je dis, dans le sens où, pour faire une analogie avec l'anthropologie de la maladie, par exemple les travaux de Laplantine, le handicap dans les diverses sociétés, il peut soit être interprété comme endogène, c'est-à-dire venir de la personne, que ce soit héréditaire, que ce soit lié à des transgressions de la famille, que ce soit du mauvais sort ou du destin. En tout cas, donc ces éléments-là, c'est vrai que c'est pas facile à les attraper. Voilà, on peut le faire, mais dans le volet de ce que j'appelle plus à ce moment-là l'aspect des dimensions informelles des croyances, et puis des représentations sociales. On peut aller les cerner, mais c'est pas évident de donner une méthodologie où les anthropologues, en fait, les ethnologues, les ethnographes se sentent à l'aise pour pas échapper quelque chose. Et donc dans ce sens-là, il y a beaucoup de travail de précision à faire dans les nomenclatures qui sont encore très vides d'une certaine manière. D'ailleurs, moi je suis toujours resté sur ma faim par rapport à ça, dans le sens où je situe un peu nos travaux dans la lignée de Marcel Mauss, le roi Gourand, les techniques du corps. Puis quand on arrive à ces éléments-là dans leurs travaux, qui étaient essentiellement des
travaux encyclopédiques, là, de définir des morphologies sociales et tout, en fait, de faire des tables des matières, c'est ça, des tables des matières qu'on avait à remplir. Ben là, quand on arrive à la question du handicap, de tous ces éléments-là, tu as quelques mots, quelques phrases, tout en sachant que toutes les autres choses sont pertinentes. Mais comment le filtre de la différence vient réinterroger toutes les autres dimensions de l'habitat, de la niche écologique, du rapport à l'outil, à la technologie. Tout est réinterrogé. Donc il y a du travail à faire par rapport à tout ça. C'est loin d'être terminé, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est ça, moi je souhaiterais que ce soit des travaux qui soient plus appropriés en anthropologie, mais c'est pas facile à pénétrer l'anthropologie, c'est assez hermétique, hein, c'est difficile. Puis l'anthropologie du handicap, à mon avis, est un des parents pauvres de l'anthropologie. C'est comme si on ne voyait pas. Il y a 1 milliard de personnes handicapées sur la planète. Qui en parle? C'est quand même un sujet qui est très très négligé, je pense. Donc c'est à continuer. J'ai développé un petit peu toutes ces approches dans mon ouvrage La funambule, le fil et la toile. Et en fait, qui est un peu un ouvrage synthèse de carrière où j'explicite en détail une bonne partie de ce que j'ai expliqué. Et il y a des parties justement théoriques sur le mouvement de défense de droit, sur tous ces éléments-là, sur le modèle en tant que tel et l'explication du modèle interactionniste du MDH-PPH. Et il y a des chapitres qui reprennent des grands pans de mes projets de recherche. Et l'idée de la funambule, du fil et de la toile, c'est une métaphore pour le modèle du PPH. Ce que ça signifie, c'est que pour moi, tout être humain est un être singulier et qui est dans le flux du présent, donc qui est toujours en équilibre. À chaque instant, la survivance de l'être humain pour aller à l'instant suivant s'inscrit dans un équilibre entre le corps et le contexte. Donc le fil, c'est ce fil de la vie finalement. L'analogie avec le fil du funambule s'arrête au point que on ne sait pas où se situe l'ancrage de la fin du fil, enfin le moment de notre mort. Mais ce que je veux traduire par là, pour moi, c'est que la question du handicap, en fait, c'est une variation de l'existence humaine. Il n'y a pas les handicapés puis les autres. C'est que ce qui est en jeu dans la question du handicap, c'est l'espèce d'équilibre constant qu'il faut garder entre notre être et notre corps, qui est toujours en train de gérer avec un contexte pour en réaliser quelque chose, une activité, un mouvement. Donc c'est cette dynamique-là. Et ça, c'est vrai pour tous les êtres humains.
Mais pour les personnes qui ont des incapacités, le handicap agit comme un révélateur de contraintes et de difficultés qui, la plupart du temps, sont vécues de façon inconsciente par les autres. C'est-à-dire, la plupart des gens ne pensent pas, quand ils sont en train de courir, à leur corps et tout ça, je veux dire, ils sont dans leur performance et tout ça. Alors qu'une personne qui a de la difficulté à marcher, puis qui doit faire attention aux dénivellations sur le sol, à un trou, à une marche, parce qu'il ne faut pas qu'elle aille de ce côté-là, parce qu'elle ne pourra pas la monter, donc il faut qu'elle ait une stratégie pour la contourner. Donc il y a une mise en évidence d'un ensemble de contraintes des objets environnementaux, là, du monde non humain, construit, naturel, ou aussi des autres êtres humains. Et le handicap, c'est un révélateur de ces choses-là. Donc, c'est très riche, là, finalement, parce que ça montre d'autres manières. En fait, ça met en évidence et ça révèle, ça fait prendre conscience de ce qu'on appelle beaucoup en anthropologie actuellement là, l'enchevêtrement des choses, l'agencéité des corps et des actants non humains, hein, pour parler à la mode. Là. Et donc on est là-dedans, on est dans la complexité, mais cette complexité-là, elle est vraie pour tout le monde, mais elle est révélée de façon particulière par ce qu'on appelle l'incapacité, quoi.